Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de décortiquer les grandes aventures humaines, un café à la main, confortablement installé. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant, un voyage qui nous ramène à l'essence même de notre existence, ce que nous mettons dans nos assiettes. Prenez un instant, juste un instant, et pensez au simple fait de manger. Ce geste si anodin, si quotidien, est le fruit de millénaires d'ingéniosité, de sueur, d'innovation, et oui, de véritables bouleversements. Parce que l'alimentation, ce n'est pas juste une question de survie, c'est le moteur de l'histoire. C'est elle qui a façonné nos sociétés, nos villes, nos cultures, nos conflits et nos progrès. Aujourd'hui, on va parler des révolutions agricoles. Ces moments charnières où l'humanité a fait des pas de géant, pas en marchant sur la lune, mais en plantant une graine ou en domestiquant un animal. Des moments où notre relation à la terre, à la nourriture, et donc à nous-mêmes, a été radicalement transformée. Préparez-vous à remonter le temps, car l'histoire de notre assiette est bien plus épique qu'on ne l'imagine. Notre aventure commence il y a très longtemps, des dizaines de milliers d'années en arrière, quand nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Imaginez un monde immense, sauvage, où chaque jour est une quête. On suit les troupeaux, on connaît les cycles des plantes, on est en parfaite harmonie, ou plutôt en perpétuelle adaptation, avec la nature. C'est une vie de mouvement, d'incertitude, où la survie dépend directement de la générosité et parfois de la cruauté de l'environnement. On ne contrôle rien, on ne fait que prendre ce que la nature offre. La nourriture est présente, mais sa disponibilité est fluctuante, parfois abondante, parfois cruellement absente. Pas de frigo, pas de garde-manger bien rempli, juste l'instant présent. Et puis, quelque part, il y a environ 12 000 ans, un changement immense, si immense qu'on l'appelle la révolution néolithique, a commencé à poindre. C'est le tout premier grand basculement. L'homme n'est plus seulement un prédateur et un cueilleur, il devient un producteur. Comment ça s'est passé? On ne parle pas d'un « eureka » instantané, d'une pomme tombant sur la tête d'un chasseur. Non, c'est un processus lent, empirique, fruit d'observation et d'expérimentation mené sur des générations. Nos ancêtres ont commencé à comprendre le cycle de vie des plantes, à remarquer que les graines tombées germaient, que certains animaux pouvaient être apprivoisés. Dans le croissant fertile, cette bande de terre qui s'étend du Levant à la Mésopotamie, on commence à cultiver le blé et l'orge sauvage. En parallèle, on domestique les premières bêtes, les chèvres, les moutons, les porcs, puis les bœufs. C'est une transformation profonde de la relation entre l'homme et le vivant. Au lieu de chercher, on sème. Au lieu de chasser, on élève. Les conséquences de cette première révolution sont absolument colossales. La première et la plus évidente, c'est la sédentarisation. Plus besoin de suivre les troupeaux ou de chercher les zones de cueillette, on reste près des champs et des enclos. Des villages naissent, puis des cités. Le surplus alimentaire devient possible. Pour la première fois, tout le monde n'a pas besoin de passer son temps à chercher à manger. Certains peuvent se spécialiser, artisans, bâtisseurs, guerriers, prêtres. C'est la naissance des sociétés complexes, des hiérarchies sociales, de l'écriture, des religions organisées. Bien sûr, il y a un revers à la médaille. La sédentarisation favorise la propagation des maladies. La monoculture appauvrit les sols. Et la dépendance à quelques cultures rend les sociétés vulnérables aux catastrophes climatiques. Mais malgré cela, le chemin est tracé. L'humanité a choisi de maîtriser son environnement, de produire sa propre nourriture, et de manière irréversible, de transformer le monde à son image. Pendant des millénaires après le néolithique, l'agriculture continue d'évoluer, mais de manière plus progressive, plus localisée. Les civilisations antiques, des Égyptiens aux Romains en passant par les Chinois, développent des techniques d'irrigation sophistiquées, des outils plus efficaces, des systèmes de stockage. Pensez aux greniers à blé de l'Égypte, à la gestion de l'eau romaine, ou aux rizières en terrasse d'Asie. Ce sont des prouesses d'ingénierie et d'organisation. Au Moyen Âge, en Europe, des innovations importantes voient le jour. La charrue lourde, qui permet de retourner des terres plus argileuses et denses, et qui nécessite souvent l'utilisation de bœufs attelés, change la donne. Le collier d'épaule pour les animaux de trait permet une meilleure traction et une utilisation plus efficace de leurs forces. Mais surtout, la rotation des cultures, passant du système biennal, une année cultivée, une année en jachère, au système triennal, avec une alternance entre céréales d'hiver, céréales de printemps, ou légumineuses, et jachères. Ce système est un pas de géant. Il augmente la production, diminue les risques d'épuisement des sols et offre une plus grande diversité alimentaire.
Ces avancées sont capitales, elles nourrissent des populations de plus en plus nombreuses, mais elles ne constituent pas une révolution, au sens où le néolithique l'a été. On est plutôt dans une période de lente maturation, d'amélioration continue, d'adaptation locale. L'agriculture reste largement dépendante des cycles naturels, des aléas climatiques, et la famine, bien que moins fréquente qu'à l'ère paléolithique, reste une menace constante. Le rendement par hectare est encore faible, et une grande partie de la population est toujours occupée à produire sa propre nourriture. Le monde change lentement, mais sûrement. Et au XVIIIe siècle, en Europe, les conditions sont réunies pour un nouveau grand bouleversement. La population européenne augmente. On a besoin de plus de nourriture, et l'agriculture traditionnelle, avec ses champs ouverts, ses jachères, ses méthodes peu productives, atteint ses limites. C'est là qu'intervient la seconde révolution agricole, parfois appelée la révolution agronomique, qui prend son essor principalement en Grande-Bretagne. Et c'est une histoire fascinante d'innovation, d'expérimentation et parfois de controverse. Plusieurs éléments clés caractérisent cette période. D'abord, les enclosures. Fini les vastes champs communaux où chacun avait ses petites parcelles dispersées. Les terres sont clôturées, regroupées et deviennent la propriété privée de grands propriétaires. Cette privatisation est socialement douloureuse, car elle expulse de nombreux petits paysans sans terre, les poussant vers les villes et l'industrie naissante. Mais elle permet aussi une gestion plus efficace et une intensification de la production. Ensuite, et c'est le cœur de cette révolution, l'innovation technique et agronomique. Le système de rotation de Norfolk est l'exemple parfait. Fini la jachère, on alterne désormais 4 cultures sur une parcelle. Blé, navet, orge, et trèfle, ou luzerne. Les navets et le trèfle sont des cultures fourragères, qui nourrissent le bétail. Le trèfle, en particulier, a un rôle magique. Il fixe l'azote de l'air dans le sol, l'enrichissant naturellement. Résultat, le bétail est mieux nourri, il produit plus de fumier qui fertilise encore mieux les terres, et les rendements en céréales augmentent considérablement, sans avoir besoin de laisser la terre au repos. C'est un cercle vertueux, à cela s'ajoutent d'autres innovations. Jethro Tull invente le semoir mécanique, qui permet de planter les graines en ligne régulière et à la bonne profondeur, évitant le gaspillage et augmentant l'efficacité. On sélectionne les meilleures graines, on améliore les races de bétail par croisement, on draine les terres humides, on introduit de nouvelles cultures comme la pomme de terre, venue des Amériques, qui va devenir un aliment de base pour de nombreuses populations. L'impact de cette seconde révolution agricole est immense. La productivité explose. L'Europe peut nourrir une population en forte croissance, ce qui est une condition essentielle à la révolution industrielle qui se déroule en parallèle. Une main-d'œuvre libérée des champs part travailler dans les usines. La nourriture devient plus abondante, plus variée, et en théorie, plus accessible. Les famines reculent, l'espérance de vie augmente. C'est une période de transformation profonde qui jette les bases de notre monde moderne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le XXe siècle apporte son lot de défis. 2 guerres mondiales, une population mondiale qui ne cesse de croître, particulièrement après 1950, avec l'explosion démographique. Les experts craignent une famine mondiale. Les rendements, même améliorés par la révolution agronomique, ne suffisent plus. C'est dans ce contexte que naît la troisième révolution agricole, plus connue sous le nom de Révolution verte. Elle est lancée dans les années 1960 et 1970, principalement par un homme, Norman Borlaug, un agronome américain, qui recevra le prix Nobel de la paix en 1970. L'idée est simple, mais radicale, développer des variétés de céréales à haut rendement, résistantes aux maladies, et adaptées à différentes régions du globe. Borlaug et ses équipes développent des variétés de blé et de riz naine, qui ne tombent pas sous le poids de leurs propres grains et qui répondent très bien aux engrais. Mais ces nouvelles variétés ne suffisent pas à elles seules. La révolution verte est un paquet technologique complet. Pour obtenir des rendements exceptionnels, il faut astérisque des semences à haut rendement, astérisque des engrais chimiques, fabriqués à partir de ressources fossiles, pour nourrir les plantes, astérisque des pesticides et herbicides pour protéger les cultures des insectes et des mauvaises herbes, astérisque une irrigation contrôlée, souvent à grande échelle, pour apporter l'eau nécessaire. Astérisque et bien sûr, la mécanisation, avec l'utilisation de tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc. Les résultats sont spectaculaires. En Inde, par exemple, la production de blé triple en quelques décennies. Le Pakistan, le Mexique, les Philippines connaissent des augmentations similaires. Des centaines de millions de vies sont sauvées de la famine.
La révolution verte est un succès retentissant en termes de production alimentaire. Le monde a réussi à nourrir sa population croissante. Cependant, comme souvent en histoire, chaque révolution a son revers, ses conséquences imprévues. La révolution verte n'échappe pas à cette règle. L'utilisation massive d'engrais et de pesticides pollue les sols et les eaux, affecte la biodiversité et a des impacts sur la santé humaine. L'irrigation intensive épuise les nappes phréatiques. La dépendance aux produits chimiques et aux semences hybrides, qui ne peuvent pas être replantées d'une année sur l'autre, crée une dépendance économique pour les agriculteurs, souvent endettés. Les petites exploitations ont du mal à suivre le rythme d'investissement. L'agriculture devient une industrie. On se retrouve donc aujourd'hui, au début du XXIe siècle, face à un nouveau défi, peut-être le plus grand de tous. Nourrir près de 8 milliards d'êtres humains, bientôt 10 milliards, tout en respectant la planète. Les problématiques environnementales, le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution des sols et des eaux, sont devenus des enjeux majeurs. Assistons-nous à l'aube d'une quatrième révolution agricole? C'est une question que se posent de nombreux scientifiques, agronomes, agriculteurs et consommateurs. Cette révolution, si elle a lieu, sera sans doute très différente des précédentes. Elle pourrait être une révolution de la durabilité. On parle beaucoup d'agriculture de précision, où les drones et l'intelligence artificielle permettent d'optimiser l'arrosage et l'apport d'engrais, de ne mettre que le nécessaire, là où c'est nécessaire. L'agriculture verticale, en intérieur, dans des fermes urbaines, est une piste pour produire localement avec moins d'eau et de pesticides. L'agroécologie, qui vise à s'inspirer des écosystèmes naturels pour créer des systèmes agricoles résilients et productifs, sans intrants chimiques, gagne du terrain. L'agriculture biologique, bien sûr, est aussi une réponse à ces défis. La génétique continue de jouer un rôle avec le développement de nouvelles variétés plus résistantes aux maladies, à la sécheresse ou plus nutritives, que ce soit par des méthodes de sélection traditionnelles ou par les biotechnologies modernes, qui soulèvent des débats passionnés sur les organismes génétiquement modifiés, les OGM. La gestion de l'eau, la réduction du gaspillage alimentaire, l'évolution de nos régimes alimentaires, moins de viande, par exemple, qui est très gourmande en ressources, sont aussi des composantes essentielles de cette potentielle future révolution. C'est une révolution qui ne sera pas seulement technologique, mais aussi sociale et culturelle, qui nous poussera à repenser notre rapport à l'alimentation dans sa globalité. De nos premiers ancêtres chasseurs-cueilleurs à nos fermes intelligentes et à nos assiettes diversifiées, l'histoire de l'agriculture est une épopée humaine absolument remarquable. Elle nous raconte notre capacité d'adaptation, notre ingéniosité, notre quête incessante de sécurité, de progrès, mais aussi les compromis que nous avons dû faire en chemin. Chaque révolution agricole a été une réponse à un défi majeur. Survivre, nourrir une population croissante, ou aujourd'hui, nourrir durablement. Elles ont toutes transformé radicalement nos sociétés, créant de nouvelles opportunités tout en engendrant de nouveaux problèmes. La prochaine fois que vous prendrez un repas, que vous croquerez dans une pomme ou que vous partagerez un plat avec vos proches, prenez un instant pour y réfléchir. Ce simple geste est le point culminant de millénaires d'histoire, de sueur, d'innovation et d'expérimentation. C'est l'héritage de toutes ces révolutions, grandes et petites, qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. L'histoire de l'agriculture est, en fin de compte, l'histoire de l'humanité elle-même. Une histoire sans fin, puisque chaque jour, la Terre continue de nous nourrir, et nous continuons d'apprendre à mieux la comprendre, à mieux la travailler. Voilà pour ce grand plongeon dans les révolutions agricoles. J'espère que cette exploration vous a passionné autant que moi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note si le cœur vous en dit, ça aide grandement le podcast. Merci infiniment de votre écoute et de votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. On se retrouve dimanche prochain, pour une nouvelle page de l'Historien du dimanche. À très vite.